La question est de savoir ce qui distingue l'homme de l'animal, et la première réponse est fort simple. Il suffit peut-être de se rendre compte de ce qui se passe maintenant dans ma main. Je puis faire ceci, je puis faire cela, et même cela, et même cela. Je peux vous montrer mon coude, c'est-à-dire que je viens de vous développer 3, 4, 5 angles droits. Ce qu'apporte l'homme dans l'univers, c'est d'abord ça, c'est l'angle droit. Et non pas un angle droit qu'il fait, mais littéralement un angle droit qu'il est. Ça, vous ne le trouverez nulle part dans l'animalité, ni même dans l'univers avant l'apparition de l'homme, du moins dans notre univers proche. Il y a ça, puis ensuite, il va introduire le plan. Le plan déjà de mes deux mains, de mes mains planes. Elles ne sont nulle part dans l'animalité. Et elles sont tellement planes qu'elles vont pouvoir tout lisser, qu'elles vont pouvoir aussi se correspondre de manière immédiate, mais aussi dans des retournements, dans toutes sortes d'ajustements de comptes. Et vous voyez déjà l'homme, homo, comme on dit en paléoanthropologie, l'homme apparaître comme un animal mathématicien, ou plus exactement que mathématicien, mathématisant, c'est-à-dire qu'il mathématise du seul fait de son corps, il mathématise son environnement. En somme, il va apporter dans l'univers la transversalisation qui suppose ce plan et qui bien sûr va se renforcer dans la mesure où ce plan va pouvoir travailler avec des angles droits. Il va être l'animal transversalisant. On a beaucoup dit qu'il était l'animal redressé. Enfin, l'autruche, elle est aussi redressée. C'est un bipède, mais elle ne transversalise jamais aucun animal. Même les singes les plus supérieurs, à aucun moment, ne étalent leur environnement devant eux. Et donc, il y a là un événement d'univers. Nous sommes, en tant que nous introduisons l'angle droit et que d'autre part nous introduisons le plan, nous introduisons le plan transversal et la grande dimension, la dimension qui bouleverse tout, c'est la largeur. C'est que là où l'animal est toujours, comme disent tous les livres classiques là-dessus, il est rostral, c'est-à-dire qu'il va vers sa bouche. L'homme est aussi rostral quand il mange. Mais sinon, il est frontal. In front of me. Il y a une belle chanson des Beatles là-dessus. In front of me. Je vois arriver. C'est-à-dire que j'étale, je suis étalant par rapport à ce qui vient à ma rencontre, et le mot là est extraordinaire, très beau mot français, la réencontre. Alors la rencontre, ça vient devant moi, frontalement, étalé devant moi, moi également, si vous voulez, et quand deux êtres, homme ou femme, ou bien homme et homme, se rencontrent, il y a justement ça, ils sont là, contre, il y a un en, très très beau là, tout d'un coup là, il y a toute l'intensité de cette frontalisation, et encore un côté d'insistance, réencontre, et ça, c'est un phénomène proprement humain. La rencontre, c'est pas simplement le fait qu'un animal arrive devant un autre, c'est que tout d'un coup, il y a comme un surgissement d'attention du fait que tout est étalé. Et cet animal transversalisant, il va évidemment transformer son milieu. L'animal, lui, n'a qu'un milieu, ce qui est autour de lui. Mais l'homme va l'étaler. C'est-à-dire qu'il va créer autour de soi des mots très significatifs comme la panoplie, ce qui étend les choses autour de moi. L'animal a des instruments. Bon, bien sûr, quand le singe prend une noix de coco et puis la casse, mais attention, déjà la loutre fait des choses semblables. Là, il instrumente son environnement. Mais on ne peut pas dire qu'il ait des outils.
un outil au sens plein, les latins l'avaient très bien vu, ils ont créé un mot particulier pour ça. Il faut que l'opération de celui qui travaille et qui fait quelque chose, que cette opération soit l'opération humaine. C'est-à-dire qu'on utilise les choses, les causes, donc choses et causes, les effets, les causes, où tout se renvoie à tout le reste. Il faut que cela soit repris dans cette transversalisation pour qu'il y ait outil et pas instrument simplement. Donc, nous allons, dans la panoplie qui va être en même temps le protocole, parce que je vais pouvoir étendre ça dans le temps, vont avoir lieu des substitutions. Et là, de nouveau, mes deux mains font tout. Je peux prendre deux choses, deux objets. Très joli mot aussi, ça, hein? L'objet, c'est ce qui est jeté vers moi en travers. Ob, c'est jeté comme ça, l'objet. Bon, en travers. Je peux faire des alternances, où l'un va là, l'autre va ici, et où je prends, je vois, je sens des équivalences. Je vais me mettre à peser, ce que l'animal ne fait jamais, peser des deux mains, ce geste-ci, dans une évaluation, et ce mot est tellement fort qu'il va couvrir toute notre pensée, mais tiens, au fond, je l'ai dit, parce que penser, c'est peser. C'est exactement, c'est ce verbe-là, si on voit l'étymologie, penser, c'est fait, ce geste de substitution, d'équivalence, et avec cette particulière lenteur, on pourrait dire que l'être humain va introduire dans l'environnement la lenteur commandée, c'est-à-dire la continuité, ce que l'animal n'a jamais. Je ne sais pas, bon, vous aurez remarqué sans doute, j'ai fait un peu exprès, j'ai essayé que mes gestes soient lents, soient liés, soient continus, c'est-à-dire qu'il introduit la droite. Ça fait déjà au moins 3 ou 4 fois que j'ai dû vous dire que l'homme était mathématicien. Son corps va penser le continu, il va penser la droite, mais pour ça, il va falloir, bien entendu, je n'ai encore parlé que de nos membres, il va falloir que le cerveau s'adapte. Et en effet, qu'est-ce qu'il va développer? Le plus, depuis 3 millions d'années, le cervelet. Qu'est-ce que c'est que le cervelet? C'est cet organe très gros chez nous, et où il y a ces merveilleuses cellules pyramidales, un organe qui permet de lisser les mouvements, de créer le continu, de faire qu'il y ait en sorte que la transversalisation soit stable. Parce que bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que notre corps introduisait dans l'univers, il introduit l'angle droit, il introduit le plan, il introduit la lenteur, il introduit la continuité. Mais, bien entendu, il va devoir ressaisir cela progressivement dans un champ d'indices. C'est pour ça que nous aimons probablement tellement les Colombo et les Derrick. Un champ d'indices, c'est-à-dire que là où il apparaît, tout de suite, il a un regard qui parcourt, qui voit si quelque chose déclenche autre chose. Et il va, parce qu'avoir des indices devant soi, vous seriez perdu dans les indices. Lors des rencontres, comment voulez-vous qu'on échange des indices si on n'a pas en même temps la possibilité extraordinaire de indexer des indices? Et c'est aussi une des choses que l'homme va introduire dans l'univers, l'index. Mais pour finir, comme le dit très joliment l'anglais, tous les doigts sont des index. Ce sont des digits. Ça vient de deiknumi. Ils montrent tous. Ils sont tous capables, dès que vous entrez dans un champ d'indices, de montrer qu'il y a peut-être un indice qui renvoie à un autre, ou bien qui peut être près, qui peut être ici, merveilleux mot, ici, le ici avec ses deux i pointus, mais qu'il peut être aussi, tout aussi joli mot, là-bas.
Et le champ indiciel a comme caractéristique de pouvoir à tout moment s'ouvrir. Il s'ouvre vers un horizon, la fameuse frontière invisible. Ce qui délimite, l'animal n'a pas d'horizon. Ça a l'air d'être d'une philosophie extrêmement complexe. Or, ça tient, pour finir, super limen, c'est ce qui est au-dessus du seuil. Et le sublime, pour Raphaël, c'est simplement ça. Platon fait ça, et Aristote fait ça. Mais le sublime, nous n'avons pas d'autre recours que d'employer ces mots qui sont des mots de notre corps, qui sont directement les mots qui sortent de l'événement. Nos philosophies les plus extraordinaires sortent de l'événement qu'est l'apparition de notre corps, orthogonalisant, etc., dans son environnement. Donc, nous voyons en quelque sorte que si on prend le point de vue de la paléoanthropologie, c'est-à-dire en essayant que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire pratiquement depuis 30 ans seulement, il n'y a que depuis 1960-1970 que nous commençons à avoir une vue de cet enchaînement et d'avoir suffisamment de documents sur l'apparition de l'homme pour voir à quel point il a été le corps que nous venons de décrire. Et donc, comment il y a moyen de faire une philosophie complète qui nous oblige d'ailleurs à refaire toute la philosophie à partir de là. Parce qu'à partir de là, je vais alors pouvoir situer aussi bien la mathématique que la naissance du langage, que tout ce qui va être l'attitude humaine de l'art. Qu'est-ce que c'est en fin de compte l'art? Attention, ne voyons pas de l'art de musée. Non, voyons le Brésilien qui danse sa vie. Voyons le Sud-Africain qui danse sa vie d'instant en instant, qui danse le sida, qui danse la mort. Pourquoi est-ce que ça va devenir tout à fait fondamental? Il y a un mot que nous devons introduire maintenant qui est aussi un des mots fondamentaux de l'apparition de l'être humain, qui est le rythme. Et comme toujours dans ce genre d'approche, il s'agit alors de bien voir ce que c'est. Le rythme, c'est ce qui me permet de mettre ensemble toutes ces données. Cet animal dont nous avons parlé maintenant, il a toutes sortes de dimensions. Et ces dimensions, bien entendu, ne vont pas dans le même sens. Quand je fais ça, comme je l'ai fait avec Raphaël et Platon, et quand je fais ça avec Aristote et toujours le même Raphaël, il y a là des choses très différentes qui se présentent à moi. Je peux être très précis dans mes approches dans un cas et je deviens incroyablement vague dans l'autre. Dans un cas, je peux être conscient, très joli mot, c'est-à-dire je peux avoir un savoir avec, un savoir qui rassemble, qui met des choses ensemble, mais dans d'autres cas, je vais simplement me trouver ce même animal transversalisant dans la pure présence. Et alors, il devient extrêmement intéressant de voir à quel point l'être humain vit presque tout l'essentiel de sa vie à la recherche d'expériences où il intensifie la pure présence. Alors, où ça? Dans des œuvres d'art, dans les religions? Oui, bien sûr, mais aussi au bistrot. Parce que ici, je suis à une table, on voit le haut de mon corps, et ça nous suffit pour tout ce que nous avons dit. Mais bien entendu, si j'étais, comme on dit, en pied, je pourrais maintenant reprendre absolument presque tout ce que je vous ai dit, à partir des jambes et à partir des pieds. Et montrer comment là, de nouveau, nous allons nous trouver par le pas humain. Je vais de long en large. Comment le pas, l'animal ne fait jamais ça. Oui, s'il est dans une cage, le pauvre chacal, il est bien obligé d'aller de gauche à droite dans la cage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tout le temps rostral. Il est tout le temps au bout de sa gueule. Tout le temps, d'un bout à l'autre. Il est rostral et caudal. Et nous sommes, je répète, frontaux. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est un aller-retour qui perçoit que l'aller-retour est une façon de déambuler dans la largeur. Et donc le pas. L'aller-retour du pas, le fait que le pas va pouvoir se ralentir, je reviens au cervelet, il va pouvoir se ralentir, il va pouvoir faire du gauche-droite,
T6, Arcis, T6. Bon, mais il va pouvoir faire aussi des alternances de ce système. C'est-à-dire, il peut faire gauche, droite, gauche, en insistant gauche, droite, gauche, mais il peut continuer droite, gauche, c'est-à-dire qu'il va pouvoir introduire cette chose admirable qu'est le rythme ternaire. Le rythme ternaire qui n'est pas simplement une alternance, mais qui est une certaine instabilité. Et il va jouer de toute cette instabilité, entre autres, pour, à certains moments où il veut faire des expériences de pure présence, pour mettre tous ces fonctionnements, en quelque sorte, entre parenthèses. Donc, nous nous trouvons devant, comme vous le voyez, on pourra appeler ça comment, la discipline qui va travailler comme nous venons de le faire maintenant. Ben, on pourrait, je crois, employer un très bon mot, qui est le mot anthropogénie, pour bien dire qu'on ne fait pas de l'anthropologie au sens habituel. L'anthropologie habituelle, elle tombe la plupart du temps dans ce qui a été, je ne dis pas le vice, mais enfin le manque de toutes les philosophies antérieures, c'est-à-dire qu'elle va partir du haut. On va partir du haut. Toute la description que nous venons de faire suppose que les sens de l'être humain, la vue donc, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, tous ces sens ont été alors retravaillés par le cerveau, il s'est adapté à ça pour s'adapter à la transversalisation. Alors dans certains cas, c'était pratiquement tout fait. C'est le cas de la vue. Le cas de la vue. Là, je me souviens encore qu'il y a, je pense que c'est il y a 20 ans, j'envoyais parce que j'étais tout le temps en rapport avec une université, peu importe, en Amérique. Et alors, je leur demandais, mais enfin, essayez quand même de me dire en 2 colonnes, qu'est-ce qui distingue la vue du singe et la vue de l'homme. Et la réponse était de dire, c'est la même. Alors, il y a de toutes petites choses. Et entre autres, parce que être transversalisant, nous avons un coup mobile qui va nous permettre de jouer de la tête. Justement, vous aurez remarqué sans doute comment ma tête parvient à intégrer, mais parfaitement elle, le plan transversal. Donc, la largeur, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais en insistant un tout petit peu, je peux obtenir 360 degrés. C'est-à-dire qu'en allant jusqu'au bout, encore un peu plus loin, et en tournant le regard au maximum, je peux, cet être debout, déjà peut-être depuis Homo erectus, ou en tout cas un peu après, toujours ému là par Homo erectus. Hein. Il a 1 million d'années, mais ça n'est pas encore tout à fait nous, c'est des espèces qui sont des espèces voisines, mais il est là, et c'est lui qui, la première fois, va tout transformer en saisissant les choses à partir d'un horizon. Vers un horizon, mais à partir d'un horizon. C'est lui qui va commencer à bouger de 5 km ou 10 km après chaque laps de temps qu'on essaye de déterminer plus ou moins. Il va aller chaque fois voir plus loin. Il commence à être cet être humain. Mais donc, comme vous le voyez, je reviens à cette idée que toutes les philosophies antérieures partaient du haut et on rejoint le corps comme on peut. Comme Le Corbusier disait de l'architecture de la tourette, on fait le toit et puis on rejoint l'architecture, le bâtiment rejoint le sol comme il peut. Justement, nous avons la possibilité extraordinaire, mais c'est très très récent, c'est grosso modo depuis 1970, l'année 1970 est incroyable, il y a comme ça des années dans l'histoire de l'humanité, l'année 1900, bon, et l'année 1970. On dirait qu'à ce moment-là, toutes sortes de choses commencent, dans, entre autres, la connaissance, bien sûr, du passé de l'être humain. Jusque-là, on n'avait que des bribes, à peu près rien du tout. Et tout d'un coup, ça prend, et nous, ça prend encore, et nous, en 2000, à partir de 2000-2001, nous nous trouvons dans un nouveau moment. C'est que toutes ces nouvelles acquisitions, ces nouvelles vues dans la biochimie, par exemple,
c'est-à-dire la façon dont nous voyons le génome, les protéines, toute la constitution de nos corps. Ah oui, ça c'est la question passionnante à partir de ce que nous venons de dire. Comment passe-t-on de la protéine, des acides aminés, de la protéine, des structures anatomiques qui vont permettre d'avoir le corps que nous venons de donner. Bon. Donc, mais là, nous commençons tout d'un coup à avoir une vue suffisante pour faire ce qu'on pourrait appeler une philosophie par le bas. Mais par le bas, c'est un peu péjoratif. Disons, on peut maintenant commencer par le commencement. Et le grand commencement qui est celui de l'homme qui progressivement, je ne dis pas que l'homme les animaux antérieurs, les primates antérieurs, à un certain moment vont donner ce primate que nous sommes nous, que nous connaissons nous. Mais avant ça, il y a le vivant. Commençons à connaître de mieux en mieux le vivant sur sa terre. Et enfin, je crois qu'on en parlait encore ce matin, parce que Hubble, l'observatoire Hubble vient de donner certaines confirmations, c'est-à-dire que nous savons maintenant que nous appartenons à un univers qui n'est plus simplement le monde étalé devant nous, mais que nous dominerions du regard. Nous voyons que le monde, il est devant, mais il est aussi derrière. Il est, on pourrait dire, notre avenir, ce que nous allons faire, ce que je suis en train de faire pour l'instant ici devant vous, mais il est derrière. Il est derrière avec, j'ai parlé d'Homo erectus, il est derrière avec 1 million d'années dans tous les gestes que je vous ai faits. Ils sont là avec, bon, je peux les sentir derrière moi. Mais en plus, oui, 1 million d'années là-bas, mais si je parle des vivants, je vais remonter à 3 milliards, à 3 milliards d'années. Je vais remonter à mon soleil, avec cette idée d'ailleurs extrêmement émouvante, c'est que le soleil qui nous éclaire pour l'instant est probablement un soleil de troisième génération. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu des soleils qui éclatent et puis qui se reforment et puis qui éclatent et qui se reforment pour donner les matériaux, les éléments lourds qui font nos corps très complexes. C'est très touchant, je trouve, quand nous voyons notre soleil, de se dire ce soleil est un soleil de troisième génération, et de nous percevoir nous-mêmes, non plus comme les hommes, j'aime bien employer le mot, comme des spécimens hominiens. Des spécimens hominiens. Nous sommes tous des spécimens de cette espèce, ce qui donne évidemment une toute autre philosophie, qui donne une toute autre morale, qui donne un tout autre sentiment de l'existence, et bien entendu aussi un univers qui lui-même est une génération, qui lui-même est un devenir, qui commence, croit-on, par ce qu'on appelle un Big Bang pour simplifier, j'entre dans aucun détail, et qui peut-être à un moment, bon, il est en expansion, il se pourrait qu'à un moment, il revienne sur lui-même. Et donc, il a une histoire. Et nous sommes à un moment, des états-moments. Chacun de nous étant un état-moment par son existence, mais aussi étant un état-moment dans chaque instant qui passe, l'instant qui est ici, pour moi, pour vous et pour tout le monde, ne reviendra strictement jamais. Il est absolument unique. Et par là, il a quelque chose d'absolument formidable, qui peut provoquer, je dirais presque une extase, de ce jamais plus, mais ayant été, étant là. Donc il y a là une force inimaginable de la singularité. Mais je répète, il s'agit d'une vue où on commence par le commencement, et donc le mot anthropogénie, avec génie qui veut dire genèse, hein, c'est un mot qui est dans le Petit Larousse. Anthropogénie, genèse, est sans doute un mot qui convient mieux que le mot anthropologie qui nous installe dans des certitudes qui généralement sont sans fondement.